déjà, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer donc cette table ronde autour de l'attractivité, la fidélisation marque employeur ici et ailleurs. Tout d'abord, l'idée était aussi un peu de remettre dans le contexte les PEP, sa marque employeur. Alors effectivement, c'est 101 associations, c'est la métropole, les Outre-mer, c'est un nombre d'activités vraiment plurielles, multiples, beaucoup d'actions dans différents secteurs. Mais cette marque employeur, parce qu'en fait, il faut bien s'en rendre compte, toutes les organisations en ont une, donc la Fédération Générale des PEP également. Mais est-ce qu'elle est forte ? Est-ce qu'elle nécessite d'être travaillée ? Et comment, en fait, quelles sont les initiatives qui peuvent potentiellement être mises en place ? Alors, justement, 8 acteurs du réseau ont pris la parole sur la marque employeur et sur leurs initiatives. Donc, on va d'abord regarder la vidéo et on revient juste après. On a fait le choix d'adhérer à la Fédération Générale des PEP en 2020 et officiellement au 1er janvier 2021 pour s'inscrire dans un projet global pour les enfants, leurs familles, sur un territoire, dans une visée inclusive et relier tous les champs qui concernent l'enfance. Nous, on a fait le choix de penser l'attractivité d'abord sur la question territoriale de proximité. Organiser des événements, s'inscrire dans les événements des territoires où nous intervenons pour mieux se faire connaître et connaître les futurs potentiels, professionnels, partenaires qui vont contribuer à notre proposition d'intervention. On est sur un bassin de population extrêmement réduit, avec une étendue géographique plutôt large et puis une zone montagneuse. Donc dès qu'une question de recrutement se pose, on réfléchit véritablement à comment on va s'y prendre au vu de la démographie et du peu de personnes qui résident sur nos territoires. Bien souvent, évidemment, on passe par les procédures classiques qui font appel à Pôle emploi, mais on se rend compte que bien souvent, en fait, c'est le réseau interpersonnel et les relations entre personnes qui font que certains professionnels de notre association en parlent à des connaissances à eux qu'ils pensent pouvoir être intéressés par des postes. La question de l'attractivité, elle est appréhendée de deux manières. Le premier axe, c'est être transparent et lisible sur le projet associatif, sur les projets des établissements, sur les directions que les différentes structures entendent mener dans leur évolution dans un avenir plus ou moins proche. Ça, c'est le premier axe. Le second axe, c'est un travail qui s'engage à l'échelle associative. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est mené par le conseil d'administration de l'association, qui a engagé un travail sur ce qui est notre singularité associative aujourd'hui, ce qui ferait que travailler au PEP en Ariège, c'est pas comme travailler dans une autre structure ou chez un autre employeur. Non pas pour dire qu'on est meilleur, non pas pour dire qu'on sait mieux faire, mais en tout cas pour être certain que les personnes aient les moyens de mettre du sens dans leur présence au sein de nos structures. Alors, nos actions en termes d'attractivité et de recrutement sont diverses. D'une part, les réseaux sociaux qu'on utilise donc pour le recrutement des animateurs, ce qui fait qu'ils nous viennent parfois même de la région parisienne, la diffusion étant plus large, et la formation à travers des webinaires de ces animateurs ou d'autres salariés pour adapter le professionnel à la société en mouvance et à l'être humain en évolution. La fidélisation des salariés, elle se fait en partie pour moi grâce à la transversalité, donc entre nos différents pôles, entre les compétences, le dynamisme, les professionnels, pour permettre de développer de nouvelles actions au profit des personnes en difficulté. L'association a atteint aujourd'hui une dimension telle que nous sommes présents sur plusieurs territoires, micro-territoires de la Haute-Corse, ce qui permet une mobilité des personnels,
Et donc ça peut avoir un intérêt pour les différentes personnes qui sont positionnées sur les territoires. En même temps, cette taille nous permet d'avoir un organisme de formation propre, par le biais duquel on dispense des formations non seulement à nos professionnels, mais on invite aussi les professionnels des partenaires sur le territoire. Et du coup, ça fait connaître nos dispositifs, nos manières de travailler, et on est quand même connu pour dispenser de la formation au-delà des moyens de formation qui sont alloués dans les établissements habituellement. En termes de recrutement et surtout pour faciliter l'intégration du salarié, on a mis en place un livret d'accueil qui lui permet de se repérer au niveau de l'association et de connaître tous les avantages dont il peut bénéficier et son cadre de vie au travail. Autre levier facilitant l'intégration des salariés, nous avons créé depuis la rentrée dernière une plateforme d'e-learning à partir de laquelle chaque salarié bénéficie d'une explication de l'ensemble des documents qualité de l'association et ainsi facilite sa prise de fonction. Pour essayer de fidéliser nos salariés, on a créé notre propre centre de formation sous la forme d'une organisation apprenante, d'une intelligence collective. C'est une véritable opportunité parce que c'est un véritable service destiné auprès des professionnels. On peut adapter nos formations pour essayer de faire face aux transformations qui s'imposent à nous pour répondre aux nouveaux schémas. C'est également une véritable opportunité pour le salarié de pouvoir être valorisé et de fédérer sa montée en compétences puisque nous faisons appel uniquement à des professionnels internes qui sont valorisés par le biais de missions occasionnelles d'animateurs. Notre postulat de départ ici, c'est que chaque salarié a un rôle à jouer dans sa qualité de vie au travail et que chaque salarié a un rôle à jouer dans l'amélioration continue de la qualité. Ce qui fait sens, c'est de permettre aux salariés de prendre soin d'eux-mêmes au travail sur la base d'outils et d'un suivi personnalisé en cas de besoin. Nous nous efforçons de développer la notion d'engagement salarié-association en mettant en place des actions qui viennent nourrir cet engagement. Ça passe par des propositions d'évolution interne, une politique volontariste de formation, la possibilité de changer de métier au cours de sa carrière et des réseaux internes de professionnels. Alors les jeunes veulent donner du sens à leur travail, donc c'est au-delà de l'aspect salarial, c'est vraiment pouvoir s'engager dans des missions qui leur correspondent. Donc c'est important pour nous aussi, au moment du recrutement, de transmettre les valeurs que l'on veut défendre et de devenir un peu l'ambassadeur de l'association. Nous mettons en place des job dating sur différents sites, par exemple la faculté de Dijon où on peut avoir des étudiants qui vont chercher des compléments pour travailler comme dans l'accompagnement scolaire, à l'IRTES aussi qui ciblera plus des futurs salariés du social ou du médico-social et aussi sur des job dating dans des petites communes aux environs de Dijon. Pour fidéliser les équipes, ce qui est important, c'est de leur donner aussi la possibilité de souffler, de voir ailleurs ce qui se passe. Donc avec la mise en place de journées comme Vie ma vie, permettre à un salarié d'aller voir sur un autre établissement ce qui se fait, découvrir un autre métier, mettre en place des passerelles aussi sur des projets communs. Ça peut aussi redynamiser et remotiver certains salariés en faisant de l'interprofessionnel sur du loisir et du médico-social. En amont du recrutement, nous travaillons vraiment la visibilité de l'association sur les réseaux sociaux, sur tous les outils de digitalisation qui peuvent exister. C'est plutôt réussi ces derniers temps avec l'accueil de 63 personnes en alternance, donc tous des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans depuis cette rentrée de septembre 2022. Voilà, aujourd'hui, il s'agit aussi de répondre aux attentes et aux aspirations des plus jeunes en termes d'outils et de fonctionnement. Aujourd'hui, l'aspiration des futurs salariés se situe aussi dans une souplesse d'organisation, une flexibilité. Donc c'est ce qu'on a pu négocier à travers le nouvel accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail. Par exemple, le temps de travail est réparti sur l'année. Le temps plein peut également répartir ses 35 heures sur 4 jours. On a mis en place un accord sur le télétravail. On va travailler prochainement un accord sur le compte épargne-temps. Voilà, toutes ces petites choses mises bout à bout peuvent rendre effectivement le poste et les conditions de travail plus attractifs. Aujourd'hui, on sait aussi que la question du sens se pose pour les salariés. Voilà, pourquoi je vais travailler à tel endroit? Donc on travaille sur le sens avec la question des valeurs, mais également sur effectivement
Qu'est-ce que les salariés peuvent trouver au sein de l'association et comment ils participent tous à un projet collectif. Donc, dans cette vidéo, vous l'avez probablement remarqué, mais voilà, on parle de plein de sujets. Il y a plein de retours par rapport justement aux bénéfices de la marque employeur, que ce soit mieux se connaître, connaître à la fois les professionnels et les partenaires, donc son écosystème. Ça va être améliorer l'attractivité, bien sûr, améliorer les recrutements, définir ses valeurs et ses facteurs de différenciation détaillés, communiquer autour de ce qu'on appelle l'employee value proposition, donc tout ce qui va être contrepartie proposée aux salariés au-delà donc de la rémunération. Ça peut être de la flexibilité, on a parlé de sens, de la gestion du temps de travail. Il y a eu aussi des informations autour de ce que c'est qu'un ambassadeur pour son organisation. Et puis renforcer les processus RH comme l'onboarding. Donc voilà, des thématiques vraiment très diverses. Travailler sa marque employeur, c'est sûr, c'est donner des éléments de preuve que l'organisation a l'ambition d'incarner sa vision dans un projet qui donne du sens. Et donc, pour nous, ce qui nous semble très important, notamment en fait, sur cette notion de marque employeur, on verra un peu plus tard, mais quelle est sa définition ? Aujourd'hui, 88% des entreprises et des organisations de manière générale ont des problèmes de recrutement. C'est un chiffre qui date de septembre, 88%. Donc ça reste énorme, ça fait froid dans le dos. Et donc dans ce contexte de pénurie des talents, de grandes démissions dont on parle beaucoup, l'attraction et la fidélisation des collaborateurs restent donc des enjeux clés pour tout le monde. Ça, on en est tous conscients. Ça pose d'abord une première question. Quelles sont les attentes des collaborateurs aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Et notamment, ces fameux millennials, ces fameuses générations Z, les nouvelles générations, qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Enfin, qu'est-ce qu'elles souhaitent ? Donc les études successives nous mettent en exergue qu'ils aspirent à davantage de flexibilité, d'autonomie, de meilleure qualité de vie, de travail et de conditions de travail, meilleure prise en compte des enjeux RSE aussi, et ils veulent du sens au travail. Ça a été évoqué. Mais voilà, pour celui qui bosse, trouver un sens dans ce qu'il fait, mais pour le trouver, il faut qu'il y en ait un de sens. Donc ça, c'est pas forcément toujours évident pour les jeunes générations ou même les plus seniors d'entre nous. Et effectivement, parfois, le sens, ça suffit pas. On l'a vu notamment avec la crise. Parce qu'on est tous d'accord que, par exemple, un infirmier, c'est un métier qui a du sens. Et cependant, en 2019, il y a des études, et ça continue de s'affirmer, en tout cas dans ce sens-là, 30% des infirmiers abandonnaient la profession dans les 5 ans suivant l'obtention de leur diplôme. Et pendant la crise, vraiment au cœur de la crise, on apprenait que 43% des infirmiers ne savaient pas s'ils exerceraient encore la profession dans les 5 ans. Donc, le sens, c'est important, mais ça pose aussi d'autres questions. Quels sont les leviers des organisations pour attirer et fidéliser leurs collaborateurs, notamment dans les structures de l'économie sociale et solidaire ? Donc, voilà, vous le savez, moi, je ne vais pas vous mentir sur ce sujet, mais pour moi, la marque employeur, ça a un impact positif sur l'attraction et la fidélisation. On a des chiffres qui le prouvent. On voit aussi des organisations qui ont une bonne marque employeur et en termes de rétention et d'attractivité, elles ont aussi des bons résultats. Donc ça passe par la diffusion d'une image positive de l'entreprise, le renforcement de sa bonne réputation ou encore le développement de l'engagement, de la fierté et de l'appartenance. Parce que la marque employeur, ça ne se limite pas uniquement au recrutement et au sourcing. Alors, ce qui nous amène, je dirais, au tout début en fait, de cette table ronde sur
qu'est-ce qu'une marque employeur et comment la travailler, mais surtout d'abord, de quoi on parle. De quoi on parle. Donc pour revenir sur les dimensions de la marque employeur, je voudrais en fait vous présenter donc Lynn Bobby, qui est présidente donc, du CJDES, donc le Centre des jeunes dirigeants et acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui est également responsable de mission au sein de la direction engagement de la Massif. Et donc la marque employeur, c'est un sujet que vous travaillez beaucoup. Vous avez d'ailleurs un plan sur 3 ans, et ça, on va être amené à l'évoquer. Mais d'abord, en fait, pour vous, est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est que le CJDES et surtout, comment vous avez abordé cette question de la marque employeur? Quelle est votre définition, en fait, du concept? Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci beaucoup de cette invitation. Alors, effectivement, la marque employeur, c'est l'enjeu majeur de beaucoup d'organisations. Et on le comprend très bien, ça a été dit, d'autant plus avec les contextes de crise, on voit qu'il y a eu une cristallisation des questionnements autour de ces enjeux. Déjà, pour commencer, effectivement, le CJDES, c'est le Centre des jeunes dirigeants et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un réseau de jeunes acteurs et actrices, dirigeants, dirigeantes, qui sont engagés soit sur le plan professionnel, soit sur le plan militant, bénévole, dans l'économie sociale et solidaire. L'objectif de cette organisation, c'est donc de promouvoir l'économie sociale et solidaire et d'être un réseau de convivialité et d'échange. Donc c'est un lieu effectivement où on se rencontre, où on échange sur son expérience, où on gagne en expertise commune, l'idée étant de créer du commun autour de l'économie sociale et solidaire. Et l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir améliorer nos pratiques respectives dans nos organisations. Donc de pouvoir en discuter, en débattre, de pouvoir échanger sur cette économie sociale et solidaire et pouvoir repartir avec un certain nombre d'outils, d'idées, d'inspiration pour développer des modèles de gouvernance, pour développer des modèles qui soient plus en lien avec les valeurs que l'on porte dans l'économie sociale et solidaire. Donc en termes de résonance que ça peut avoir au sein de notre organisation, on a une salariée. Donc finalement, pour notre marque employeur, on passerait presque à côté du sujet, puisqu'on n'a pas des enjeux aussi importants que ceux de la fédération des PEP. Pour autant, c'est effectivement des enjeux qui intéressent énormément nos membres, nos adhérents, puisque finalement eux-mêmes sont dans des entreprises, dans des organisations de l'économie sociale et solidaire plus ou moins grandes et qui sont bien évidemment concernés au quotidien par tous ces enjeux. Et pour répondre du coup à la deuxième partie de ce questionnement qui est autour de la définition de la marque employeur, pour moi il y a trois niveaux d'appréhension de cette thématique. La première qui va être le questionnement autour de la réputation. Alors évidemment, la marque employeur, c'est ce qui est perceptible de votre fonctionnement à l'extérieur, auprès du grand public, mais aussi auprès des institutions. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir plus après sur ce questionnement-là. C'est aussi le deuxième niveau qui tient compte cette fois-ci des pratiques en interne, donc les éléments de cohérence entre d'une part ce que l'on souhaite développer dans son entreprise et ce qu'on développe effectivement, c'est notamment les initiatives qui vous ont été diffusées en introduction et ce qui en est perceptible du coup à l'extérieur. Donc c'est un peu le principe bifidus actif, faire du bien à l'intérieur et c'est finalement ce qui se voit à l'extérieur pour celles et ceux qui ont la référence de cette publicité. Et le troisième niveau, c'est finalement celui où on va inclure le contexte, les éléments de valeur et de vision de l'entreprise, de l'organisation. Et plus largement, puisqu'on parle de structure de l'économie sociale et solidaire, les valeurs qui sont portées au sein de ce mouvement, que je dirais mouvement de société. Merci beaucoup Lynn pour ce partage. Je me tourne vers vous, Anne-Claire Devauge. Donc, vous êtes directrice de l'attractivité et de l'évolution des métiers chez Exopé, donc organisation patronale des grandes organisations de l'éducation populaire. Est-ce que vous pourriez
potentiellement nous dire quel serait peut-être le facteur un peu différenciant de la marque employeur pour les structures de l'économie sociale et solidaire. C'est quoi la marque de fabrique, potentiellement ? Bonjour, merci de votre accueil. Exopé, donc c'est une organisation professionnelle, un représentatif notamment à 100% de la branche éclat de l'animation, mais aussi tourisme social et familial, hein, les vacances, les loisirs, les centres de vacances, vous connaissez, et puis hébergement, logement accompagné. Si je vous dis FJT, vous voyez un petit peu mieux ce que c'est. Et le sport, mais dans son versus plutôt pratique amateur hein, que pratique de l'olympisme. Voilà, 12 000 structures adhérentes. Alors, pour nous, Exopé, avec vraiment une logique éducation populaire, c'est vrai que si on pose la question de la marque employeur, je vais dire que ça va être de nous démarquer. La logique employeur de l'éducation populaire, c'était une logique intrinsèque à ces structures qui était basée sur une logique, par exemple, de cooptation, d'accompagnement. On fabriquait du militant, on l'invitait, on l'accompagnait, et on fabriquait d'ailleurs un professionnel militant, puisqu'au départ, on était d'abord des militants bénévoles. Ça, c'est un premier ingrédient, il me semble, une première filiation historique qui fait qu'on était peut-être un peu précurseur de cette marque employeur. La deuxième filiation, c'était qu'on ne faisait rien sans l'autre. Et là, il y avait aussi une autre chose très très importante qui était effectivement cette marque du collectif. Alors pas cette marque au sens libéral du terme, mais cette fabrique en action, dans l'agir. D'ailleurs, c'est l'une des baselines des PEP, agir. Agir effectivement pour quoi faire ? Pour transformer la société. Et ça, c'est une deuxième philosophie très importante qui vient d'être soulignée. Cette dimension qu'on s'inscrit dans un système de pensée, de valeurs. Alors, économie sociale et solidaire, c'est notre famille à tous et toutes, mais particulièrement dans un système de valeurs qui considère que l'éducation, c'est tout au long de la vie et qu'on peut, avec les personnes, transformer effectivement, parfois dans des petites choses du quotidien, la société, le social, le sociétal. Ça, c'est un deuxième élément, effectivement, inhérent, intuitif, mais aussi très agissant de l'éducation populaire. Et puis, un autre élément qui considère, on va dire, le problème aussi d'attractivité des métiers, puisqu'aujourd'hui, il y a ce souci, vous l'avez souligné. Dans la dernière enquête qu'on vient de réaliser avec Exopé Fongep, c'est 72%. Voilà. De postes à pourvoir et non pourvus aujourd'hui pour les adhérents d'Exopé. Et donc, dans cette dimension d'attractivité des métiers, il y a ce risque, effectivement, à être dans quelque chose qui serait un faux nez de la marque employeur, un faux nez de l'éducation populaire, et donc de reprendre les attributs du libéralisme pour ne pas défendre une conception qui est bien la nôtre. Si on reprend effectivement les usages qui sont les nôtres, il y a effectivement une batterie d'outillages pour lutter contre l'attractivité des métiers. Certains ont été cités d'ailleurs dans le petite vidéo. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que, et vous l'avez dit, donc je le reprends, c'est cette dimension de cohérence. De cohérence entre nos actes et nos discours. Ou nos discours et nos actes. Mais je crois que c'est par l'action qu'effectivement, on peut effectivement mieux embrasser, on va dire, ce qui définit la marque employeur. Si je prends l'exemple là, qui est cité comme outillage, effectivement, le livret d'accueil, en plus dans une grosse association des PEP, c'est vraiment utile et important parce que ça permet de mettre des mots et du langage sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur comment on le propose aux autres. Mais ce n'est rien sans l'attractivité que représente cette médiation, de le traduire aussi par oral et de le traduire en collectif. Je crois que ça, c'est très important et c'est ça que je dis quand je dis qu'on a une filiation historique avec l'éducation populaire pour transmettre ce qui pourrait nous démarquer de cette vitrine, mais plutôt incarner avec l'humain qui nous caractérise cette dimension. Et puis, je ne finirai pas mon propos sur la définition sans parler des destinataires. Je crois que notre force, notre dimension vraiment
importante qui nous situe par rapport à d'autres, c'est le faire avec. C'est pas seulement faire pour, c'est faire avec. C'est faire avec nos salariés, c'est faire avec nos bénévoles, c'est surtout faire avec les publics à qui on destine nos actions. Et plus largement que les publics, c'est un enfant, sa famille, sa communauté dans son territoire. C'est un salarié qu'on accueille et qui vient du village d'à côté et pour lequel on va greffer, s'intéresser à cette dimension de réseautage. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui nous démarque des autres, parce que la dimension d'ancrage, la dimension de proximité, la dimension de faire avec, est aussi quelque chose qui nous démarque aujourd'hui dans le paysage un peu trop libéral à notre goût à Exopé. Merci, merci Anne-Claire. Alors, je n'oublie pas qu'en ligne, nous avons également Romain Ben-David, donc, qui est directeur de l'expertise corporate et work experience chez l'IFOP. Mais d'abord, j'aimerais rebondir avec Dorothée Deboc. Donc, vous êtes directrice générale de Nexem, organisation professionnelle représentant donc, les employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire privé à but non lucratif. Est-ce que, parce que vous aussi, vous avez des difficultés également de recrutement dans le secteur. On parlait de 50 000 postes non pourvus. Et d'ici 2025, il y a aussi énormément de départs à la retraite. Donc, vous, cette attractivité, comment est-ce que vous la travaillez? Je sais qu'il y avait des notions autour du parcours, notamment professionnel. Est-ce que ce sont des initiatives? Quel type d'initiatives vous voulez mettre en place pour relever ces défis aujourd'hui de cette attractivité dans votre secteur? Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis directrice générale adjointe de Nexem. Donc oui, alors nous, j'ai envie de dire, ça fait longtemps qu'on dit à nos adhérents qu'il faut travailler sur la marque employeur. Mais je crois qu'on a fait tout l'inverse depuis la crise sanitaire, dans la mesure où il s'est agi pour nous de faire valoir le fait qu'aux côtés du secteur public, nous avions besoin d'être pris en compte pour les revalorisations qui étaient octroyées sur les mêmes métiers dans la fonction publique. Donc on a construit des plaidoyers pour ce faire, donc en soutien de notre demande. Et donc on est allé justement identifier toutes les difficultés que nous rencontrions. Et très clairement, je ne pense pas qu'au travers de la façon dont on s'est mis à parler de notre secteur, on donnait très envie à de futurs salariés de venir travailler chez nous. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a une désaffection de 30 à 40% chaque année de plus pour les métiers, enfin dans les instituts de formation que nous fédérons au sein de Nexem. Voilà, donc on fédère, je le disais, des instituts de formation. Nous fédérons également ces 330 000 salariés, la Croix-Rouge nouvellement adhérente. Nous fédérons donc des associations essentiellement du secteur social et médico-social, un petit peu de sanitaire également, mais c'est notre partenaire, la FEAP, qui pour le coup fédère un peu plus de sanitaire. Voilà, donc nous nous sommes mis au travail pour en effet faire valoir le fait que nous avions, nous aussi, on est autour de 71% de nos adhérents qui ont des difficultés de recrutement, le fait que nous avions 50 000 postes vacants, qu'il y aurait plus de 150 000 départs à la retraite d'ici 2025, et donc nous connaissions une cruelle difficulté pour arriver à prendre en charge les personnes vulnérables qui nous sont confiées dans nos établissements, et qu'il fallait donc agir très rapidement. Alors, on a vu à l'hôpital que suite aux revalorisations qui ont été données au personnel des hôpitaux, les difficultés de recrutement ont continué de s'aggraver depuis la crise sanitaire. Il semble qu'il y ait eu une sorte de prise de conscience, très certainement, peut-être de la difficulté de ces métiers et du décrochage salarial qui a lieu depuis plusieurs décennies. On ne parle pas d'un événement récent. Il a été mis à jour à l'occasion de la crise sanitaire. Néanmoins, ça fait des années que nous décrochons. Nous, on a fait des études pour justement soutenir nos demandes auprès des pouvoirs publics, et nous avons moins 25%. Notre salaire moyen est inférieur de 25% au salaire moyen en France. Enfin, c'est considérable, et avec des métiers qui sont certes très valorisants, très utiles. Ça, pour le coup, on sait que 83% des salariés se sentent utiles dans notre secteur. Néanmoins, ça va aussi avec des conditions de travail qui sont parfois complexes, des arythmies, un quotidien qui peut être compliqué avec les personnes accompagnées.
avec pour certains, dans certaines activités, de la violence. Donc, nous connaissons dans notre secteur le même phénomène que celui qui a cours dans la fonction publique hospitalière, hein, c'est-à-dire que nous connaissons une désaffection importante pour nos métiers. Voilà, donc nous avons mis en exergue ces difficultés en faisant valoir donc, le décrochage salarial parce qu'il s'agissait d'obtenir des revalorisations. Néanmoins, il y avait déjà un certain nombre de phénomènes que nous avions identifiés, un besoin de modernisation du management, puisque nous avons pour le coup des sièges qui ont été très peu pourvus pendant des années. La fonction RH, eh bien, c'est une fonction qui est somme toute assez récente dans notre secteur par rapport à d'autres. Donc nous, on fait clairement l'analyse aujourd'hui que pour travailler sur la marque employeur, alors il est essentiel que les établissements s'y mettent sans tarder. Nous, on accompagne bien sûr nos adhérents sur cette thématique, mais on devait déjà commencer par notre secteur, c'est-à-dire travailler sur la convention collective. Donc la crise sanitaire a été l'occasion de l'émergence d'un projet commun pour une grande convention collective dans le secteur de la basse, hein, qui est le secteur, la métabranche, hein, qui regroupe près de 900 000 salariés, avec donc la FEAP, la Croix-Rouge qui est devenue adhérente entre-temps, hein, mais qui était partenaire du projet depuis le début avec Nexem, puisque nous, on avait commencé à travailler sur notre propre convention collective auparavant. Donc nous avons créé Access, qui est la confédération employeur, qui va nous permettre de mener ce projet à bien et qui nous permet de parler d'une seule voix employeur au sein des négociations. Et donc, nous avons entamé des négociations depuis le printemps dernier pour emmener une nouvelle convention collective. Et on a hâte également d'en savoir plus sur ce format, parce qu'effectivement, de convention collective unique. Et puis, pareil, pour la rémunération, ça va être aussi un volet dont on reparlera plus en détail durant la table ronde, parce qu'on est tous conscients que c'est un sujet qui intéresse vraiment toutes les organisations ici aujourd'hui. On va se tourner, du coup, vers notre speaker Romain Ben-David, qui est donc en visioconférence. Donc bonjour David, merci d'être avec nous. Bonjour Aurélia, bonjour à tous. Alors comme je le disais tout à l'heure, donc vous êtes directeur de l'expertise corporate et work experience chez l'IFOP. Et vous êtes également l'auteur du livre « Les chemins de l'égalité, les femmes, les hommes et le travail » aux éditions de l'Aube. Donc merci d'être avec nous. Par rapport à cette marque employeur dont on parle depuis tout à l'heure, sur sa définition, les défis à relever, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, dans le sens où effectivement on a bien vraiment conscience que ce n'est pas un sujet qui touche que le recrutement et le sourcing, qui va bien au-delà. On l'a bien vu avec nos interlocutrices ce matin. Vous, quelle est votre vision ? Moi, je vais sortir un peu du secteur de l'économie sociale et solidaire, puisque nous, à l'IFOP, on interroge des salariés, des dirigeants, des DRH de tout secteur et toute taille d'entreprise. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans ce contexte important de changement profond dans le rapport au travail, on pourra y revenir, l'enjeu de la marque employeur, pour moi, est plus large que les questions d'attractivité ou de fidélisation. C'est tout l'écosystème de l'entreprise, son organisation, son management, qui est susceptible d'avoir une influence sur la marque employeur. Et donc, travailler sur la marque employeur, c'est d'abord reconnaître un retard de la culture managériale française par rapport notamment à nos voisins britanniques ou allemands dans plusieurs domaines et qui rend les entreprises moins attractives. Alors, comme ça a été précisé, ça n'est pas né de la crise sanitaire, mais la crise sanitaire a constitué un catalyseur dans beaucoup de domaines, et ce qui était accepté avant l'est aujourd'hui moins dans un contexte de difficulté de recrutement par beaucoup de salariés, par beaucoup de talents potentiels. D'abord, un retard en matière de reconnaissance du travail au quotidien. On n'a pas cette culture managériale aussi forte que dans d'autres pays. Je ne parle pas de la rémunération, mais simplement de féliciter quand les choses sont bien faites, de reconnaître les succès, de les célébrer, d'autoriser parfois le droit à l'erreur. Ce sont aussi des perspectives d'évolution en interne qui ne sont pas toujours ou peu visibles, ni adaptées aux aspirations individuelles. Deux personnes qui exercent le même métier n'ont pas forcément les mêmes envies d'évolution. Et puis, c'est une place qui n'est pas toujours accordée de manière assez importante ou prioritaire à la notion de bien-être au travail, à condition de ne pas galvauder cette notion. Le bien-être, ce n'est pas seulement un gadget, comme on le perçoit souvent, mais c'est aussi un levier de productivité quand les employés sont bien dans leurs entreprises. Et donc, il est d'autant plus important d'agir sur ces différents leviers aujourd'hui
pour retenir et attirer les collaborateurs, parce que comme je le disais, ce qui était accepté pour beaucoup avant la crise sanitaire l'est aujourd'hui moins facilement. Il y a 2 autres points, ça suppose aussi une remise en question de tous les acteurs de l'entreprise et au premier plan les recruteurs quand on les interroge. Les recruteurs ont souvent, les années passées, et à juste titre, réclamé souplesse, agilité aux candidats, tout en faisant preuve même d'un certain conservatisme dans les recrutements. Le but était toujours de minimiser les risques. Le candidat avec le plus d'expérience possible dans le secteur qui les concerne, qui si possible avec le même métier, donc la recherche du mouton à 5 pattes, tout en incitant de leur côté à de la souplesse, à de l'agilité, mais finalement donnant peu sa chance à des carrières hybrides. Aujourd'hui, dans les attentes des jeunes, on pourra peut-être y revenir, il y a cette notion d'hybridité, de pouvoir exercer plusieurs types de métiers qui est fondamentale. Et puis, dernier point, attention aussi à ne pas négliger l'interne au détriment de l'externe. Pour beaucoup, quand les entreprises, en tout cas quand on interroge les dirigeants sur la marque employeur, c'est avant tout se rendre attractif. Alors, je ne parle pas forcément de ce secteur en particulier, hein, mais c'est avant tout être attractif vis-à-vis de l'extérieur, montrer à quel point l'entreprise est séduisante, en se préoccupant moins de l'interne. Et souvent, beaucoup de salariés ont l'impression que l'entreprise ne marche pas sur ses 2 jambes, c'est-à-dire qu'eux s'impliquent beaucoup en interne, mais ne sont pas reconnus, ne sont pas valorisés à leur juste valeur par rapport à ce qui est mis en place vis-à-vis de l'extérieur. Et la première mesure pour éviter d'avoir des difficultés à recruter consiste encore à conserver ses talents. J'aime beaucoup ce que vous dites lorsque vous parlez du fait qu'il y a l'attractivité extérieure, externe, en tout cas à l'entreprise, et que la marque employeur, ce n'est pas forcément que tourner vers l'externe, qu'il faut se rappeler aussi que c'est tourner vers les collaborateurs internes. Ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, Anne-Claire, sur faire attention à ce qu'il n'y ait pas de fossé entre les paroles et les actes. Ça compte aussi, je pense, de manière assez importante à ce niveau-là. Du coup, je voulais voir avec vous aussi, Lynn, parce qu'avec le CJDES, mais peut-être aussi avec la Massif, vos interlocuteurs doivent être assez différents, targeter, enfin en tout cas cibler vos différents personas et différents interlocuteurs. Ça doit aussi, comme vous le disiez en préambule, mais définir ou en tout cas avoir un impact sur vos choix en termes de communication et sur votre choix aussi en termes de comment vous adressez la marque employeur dans votre organisation. Oui, effectivement. Alors, au CJDES, je le disais un petit peu tout à l'heure déjà en préambule, on a un public qui est très diversifié, qui va des jeunes qui sont en formation actuellement et qui vont s'orienter professionnellement vers l'économie sociale et solidaire. On a aussi des personnes qui sont actuellement en activité dans des entreprises de l'ESS aussi. On va avoir des personnes qui sont bénévoles, donc ou élus ou non élus aussi, impliquées dans des structures très diversifiées. Ça peut être des associations, ça peut être des mutuelles, des coopératives, des fondations, d'autres organisations. Et en plus d'avoir une diversité de publics, on va avoir une diversité d'interlocuteurs. Bien évidemment, on va s'adresser donc à l'ensemble de ces publics qui sont nos publics internes, mais on va aussi s'adresser à d'autres acteurs qui sont notamment les administrations, les pouvoirs publics, que ce soit à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale et parfois internationale. Donc effectivement, ça fait un ensemble d'éléments à maîtriser ou en tout cas à prendre en compte dans la manière dont on va parler de la spécificité de nos organisations. Et effectivement, on a bien vu, et d'autant plus en période de crise, qu'il y avait de forts enjeux de bien faire comprendre ou en tout cas de sensibiliser à la spécificité de nos modèles économiques, à la spécificité de nos organisations. Alors les valeurs, c'est une chose, mais au-delà des valeurs que l'on porte, il y a aussi des répercussions sur nos modèles économiques, il y a aussi des répercussions sur nos modes d'organisation. Et effectivement, s'ils ne sont pas compris, c'est compliqué de pouvoir appuyer. On parlait effectivement de tout ce qui est action publique et appui des organisations. Il y a parfois une difficulté, une distance entre l'idée qu'on se fait des organisations de l'économie sociale et solidaire et la réalité de ces structures-là, et donc la possibilité de les aider, et les leviers ne sont pas tout à fait les mêmes et parfois ne correspondent pas aux attentes des organisations. Et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur notamment la dynamique des oubliés du Ségur, mais il y en a bien d'autres. Merci beaucoup, Lynn, pour toutes ces précisions. Alors,
Juste une petite note pour la salle. On prendra aussi vos questions. Si à un moment donné, vous avez envie de poser des questions à nos interlocutrices qui sont présentes ici, qui peuvent donc vous répondre là en live aujourd'hui, vous en profitez. On voudrait en fait aussi poursuivre sur une deuxième partie, on va dire, qui est sur justement les nouvelles attentes dont on parlait au tout début de la table ronde, les nouvelles attentes des collaborateurs et aussi des acteurs de l'écosystème. Donc on va revenir auprès de Romain Ben David, si vous êtes avec nous. Oui. Merci. Alors, vous avez notamment fait une note sur le rapport au travail, le nouveau rapport au travail, notamment comparé entre les années 90 et aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette... Parce qu'on parle beaucoup de quête de sens, donc, mais qu'est-ce que ça veut bien dire aujourd'hui dans le contexte? Quel est votre regard à vous en tant qu'analyste? Oui, c'est une note pour la Fondation Jean Jaurès sur la place du travail, et c'est un élément essentiel pour comprendre toutes les évolutions actuelles. Le travail n'occupe plus aujourd'hui une valeur centrale dans la vie des Français. Une même enquête que l'IFOP a réalisée à 30 ans d'intervalle montre qu'en 1990, on avait 60% des salariés qui considéraient que le travail jouait un rôle très important dans leur vie. Aujourd'hui, c'est 24%, ce rôle très important. Donc il y a une baisse de 30 points, de plus de 30 points en 30 ans, une hiérarchie qui s'est inversée entre très important et assez important. Donc, il ne faut pas non plus l'interpréter de manière erronée. Le travail demeure important. On a toujours 90% des salariés qui nous disent que c'est important, mais il est plus aussi structurant. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est devenu une société de paresseux, comme on peut le dire à droite à gauche, mais qu'il faut bien tenir compte de cette place qu'accorde le travail aujourd'hui, qu'accordent aujourd'hui beaucoup de Français, notamment les jeunes, au travail et à son rôle peut-être moins statutaire. Alors, il y a plusieurs explications à ça. D'abord, à court terme, évidemment, la crise sanitaire, qui a joué un rôle catalyseur dans l'envie de changement. Nous tous, beaucoup ont fait preuve de résilience pendant cette période assez anxiogène sur le domaine de la santé, sur le fait de savoir si on allait ou pas conserver son emploi. Puis pour les jeunes, le fait parfois de devoir continuer à payer un loyer sans forcément pouvoir travailler à côté. Donc toutes ces résiliences ont fait qu'aujourd'hui, il y a une grande envie de changement, que le changement ne fait plus peur, qui devient même une aspiration. C'est aussi une période où on s'est mis sur pause et on s'est mis à réfléchir beaucoup sur le sens de sa vie, de son avenir et donc de son travail. Et puis à long terme, vous avez les comportements toujours plus individualistes, je ne vais pas trop revenir dessus, moins d'attachement à des structures comme le travail qui requiert du collectif. On voit d'ailleurs dans la même enquête que la place accordée aux loisirs augmente. Ce sont aussi pour les plus jeunes, des plus jeunes et les un peu moins jeunes, des générations qui n'ont connu que la crise, qui ont vu des proches, parents, frères ou personnes de leur entourage galérer, malgré leur implication dans le travail. On peut revenir sur la crise des Gilets jaunes, où la plupart des personnes qui manifestaient un certain mécontentement étaient des personnes en poste, employées, mais pas suffisamment rémunérées et surtout pas suffisamment reconnues dans le rôle qu'ils pouvaient jouer. Ça arrive, petite pause technique. Voilà. Mais en fait, on va revenir sur le plateau. Par rapport justement à ce que disait Romain sur ce rapport au travail qui a changé, ce besoin de quête de sens, notamment, on va dire, chez les jeunes et chez les jeunes générations. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est quelque chose qui revient dans les échanges que vous pouvez avoir peut-être avec des jeunes candidats, par exemple, ou les jeunes recrues qui rejoignent vos organisations. Quel constat vous faites aujourd'hui des attentes et d'essayer de répondre en fait à cette quête de sens aussi des jeunes aujourd'hui? On va commencer peut-être Anne-Claire, puis on terminera avec vous, Lina. Deux tendances un peu manifestes, mais qui étaient déjà présentes avant la crise sanitaire, mais qui se confirment sur la quête de sens, sur les jeunes qui sont dans une recherche de sens. Et il y a deux enjeux sociétaux majeurs pour eux. C'est la dimension de la planète et de sa préservation, bien sûr. On les voit, on les a vus. Voilà, ça c'est une dimension quand même qui est très très forte du côté de la jeunesse. Puis l'autre dimension très très forte, c'est celle autour de la lutte contre les discriminations et notamment sur les questions d'identité
toutes les identités de genre, les identités de culture, les identités de collectifs, de réseaux. Voilà, ça c'est très important, mais vu sous le prisme quand même de la lutte contre les discriminations. Voilà, ça c'est... Notre jeunesse demande ça, voilà, je crois que c'est important. Et si on le relie un petit peu aux dimensions d'attractivité des métiers, de l'évolution professionnelle, du coup, ça veut dire quand même que nos métiers ont du sens pour la jeunesse, quand nous-mêmes, parfois, on ne considère pas forcément cette question-là. On entend beaucoup d'adultes dire les jeunes ne s'engagent plus. Et notamment, on entend beaucoup de nous-mêmes là-dedans. Hein. Quand je dis nous-mêmes, vous l'avez compris, hein, dans l'éducation populaire. Comme si cette jeunesse, elle avait changé son moteur d'engagement, comme si elle était plus la même, etc. Oui, l'engagement aujourd'hui n'est plus le même qu'hier. D'ailleurs, les chiffres que montrait notre interlocuteur tout à l'heure de l'IFOP sont assez révélateurs de ça. La question de l'emploi est à distinguer d'ailleurs de la question du travail. Hein. J'ai besoin d'un emploi pour vivre, et notamment parce que les jeunes sont aussi dans une très grande précarité de premier emploi. C'était en tout cas le cas des chiffres depuis les années 2010. C'est un petit peu moins vrai là dans ces rentrées 2020. Mais il y a une dimension comme ça de distinction effectivement entre ce qui fait le travail. Et le travail, c'est l'ouvrage, c'est du côté des métiers qui sont les nôtres, hein, des métiers du lien, c'est du travail ensemble, c'est du travail jamais tout à fait parfait, puisqu'on travaille avec l'humain et au service des autres. Donc c'est toujours cette continuité dans la recherche un petit peu de sens à agir pour l'autre, pour que effectivement le service rendu soit très finement réalisé. Et ça, c'est jamais atteint tout à fait parfaitement. Alors quand on le fait à plusieurs et qu'on le fait avec des valeurs d'entraide, de solidarité, d'inclusion, bien sûr que ça fonctionne mieux et que c'est beaucoup plus attractif. Du côté du verdissement des métiers, du côté de ces métiers du lien, du coup, qui auraient comme fonction de s'interroger sur les déchets, une meilleure alimentation, les circuits courts, on voit bien toute l'appétence de nos salariés et de nos militants et de nos bénévoles pour effectivement engager ces réflexions. Donc je crois qu'effectivement, il y a ce réveil était nécessaire et je crois qu'il est bien en filiation avec ce que nous défendons du côté du travail, et pas des emplois, mais bien du travail. Et il y a une autre considération du côté du travail, du côté des équipes, et notamment des équipes en soins hospitaliers que je connais bien en santé mentale, c'est cette dimension du rapport au temps, et pas à l'acte de soigner, mais au temps pour l'autre, au temps pour échanger avec le patient, au temps pour retisser du lien avec sa famille, ce temps-là qui n'est plus là et qui fait fuir du coup parce que c'est tellement maltraitant. On peut le ramener aux structures des PEP, le temps de l'éducation, le temps avec une famille, le temps dans la classe, le temps hors classe, le temps d'une classe de découverte. C'est aussi important que effectivement l'acte d'accueillir, de manger, de situer les espaces, les circulations, la sécurité. Donc cette dimension du lien et cette dimension de se parler ensemble, de ce pourquoi on est là et comment on réalise l'ouvrage ensemble, c'est vraiment très propice et très en lien avec les valeurs de l'éducation populaire. Et très en lien avec la demande des jeunes. Merci Anne-Claire. Et vous, Lynn, parce que c'est vrai que vous êtes au CJDES, quel est votre rapport, vous, à cette jeunesse aujourd'hui dans le monde du travail? Alors effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit par Anne-Claire. Ah oui, Anne-Claire, pardon, j'ai eu un doute sur le prénom. Éviter les incidents diplomatiques. Donc je rejoins sur les thématiques. Bien évidemment, on va retrouver l'attachement aux questions de liens sociaux, on va retrouver les questions environnementales, les questions de définition de l'identité, de l'égalité. En réalité, c'est une réponse aussi à tous les enjeux des transitions auxquelles on fait face, les transitions sociales et sociétales. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans les préoccupations des jeunes. Je rejoins aussi ce qui était dit sur la dimension sur la dimension liée
à la... J'en perds mes mots, donc je vais aller à l'idée suivante. Les jeunes cherchent effectivement à s'engager sur des causes, mais ils sont déjà engagés en réalité. Lorsqu'on échange sur le manque d'engagement, et c'était dit effectivement, on retrouve en fait une grande proportion de jeunes qui sont engagés déjà, que ce soit dans des actions culturelles, des actions sportives, mais aussi pour les grandes causes que l'on évoquait précédemment. Et finalement, alors effectivement, il y a tous ces enjeux des causes qui est un intérêt qui est porté par les jeunes et porté... Qui portent dans leurs attentes à l'endroit du travail, mais il y a aussi d'autres attentes qui sont de l'ordre de la participation. Beaucoup des jeunes qui s'inscrivent dans des processus soit de bénévolat, soit dans des processus d'emploi, attendent de pouvoir s'engager réellement auprès de l'entreprise, de pouvoir mener des actions, donc la participation, mais ils attendent aussi la prise en compte donc ils attendent des responsabilités bien sûr, et ils attendent aussi qu'on reconnaisse leur contribution aux organisations. Et donc ça va être un élément aussi essentiel à prendre en compte dans la valorisation de ce qui est apporté par ces jeunes dans l'entreprise, que ce soit sur le plan bénévole ou sur le plan professionnel. Et c'est effectivement un enjeu sur lequel on travaille en interne, dans différents cadres, puisque finalement on voit que les jeunes sont très présents dans les organisations, dans les événements qu'on organise. On va retrouver par exemple des événements dédiés. Là, à la fin du mois, on organise la nuit des étudiants solidaires, où il y a environ une centaine de jeunes qui se mobilisent. On a des étudiants, mais on a aussi des coopérants, des coopérateurs, des gens qui sont bénévoles, des gens qui sont dans des dispositifs éducatifs à l'économie sociale et solidaire, donc comme les coopératives de jeunes majeurs, qui sont des coopératives momentanées. Donc on va retrouver une forte présence de ces jeunes et qui nous partagent leur envie, effectivement, alors leur intérêt pour les thématiques qui ont été évoquées précédemment, mais aussi leur volonté de participer, la volonté d'être entendus aussi, et la volonté d'être accompagnés, bien évidemment. Et pour raccrocher à notre thématique, je pense que ce sont des enjeux sur lesquels les entreprises, les organisations de l'économie sociale et solidaire doivent s'interroger. Et donc c'est aussi effectivement ce qui fait les attentes de ces jeunes. Et vous avez parlé de reconnaissance, et notamment je pense que sur la question de la rémunération, on est aussi sur ce critère de reconnaissance. Pour les jeunes c'est difficile, pour les moins jeunes également, et l'économie sociale et solidaire, elle a un vrai sujet autour de la rémunération. Dorothée, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, voilà, comment est-ce que vous évaluez, ou comment est-ce que vous faites face à ce dilemme qui est égalité contre équité. Comment est-ce qu'on répond à cet enjeu-là aujourd'hui ? Oui, alors ça, c'est un enjeu qui est clairement au cœur des négociations de la convention collective. Hein, c'est classique. Alors nous, on a en effet, on a des jeunes, je reviens un peu sur ce qui était dit précédemment, on a des jeunes qui hésitent à venir dans notre secteur, qui, quand ils le sont, se sentent utiles, sont très exigeants sur les questions vertes. C'est-à-dire que là, clairement, dans notre secteur, on aura du mal à faire du greenwashing. Hein. On a des jeunes qui veulent des actions effectives, et on a pu observer que les associations qui se lancent dans ces chantiers-là ont moins de problèmes de recrutement que les autres. Et puis à l'autre bout de la pyramide des âges, nous avons des salariés plus âgés. On a une pyramide des âges vieillissante avec un allongement des carrières. Donc nous, on a une grosse tension sur la question du parcours professionnel, et pour les jeunes, parce qu'ils ont envie, lorsqu'ils se lancent dans un secteur, de se dire qu'ils vont pouvoir y faire carrière, mais y faire carrière de façon non statique, c'est-à-dire en évoluant et en changeant de métier durant leur carrière. Et puis l'usure, pour éviter l'usure dans nos métiers, qui est réelle, hein, comme dans beaucoup de métiers, mais qui est réelle chez nous parce qu'il y a une question émotionnelle qui est engagée tout de même dans nos métiers, qui est plus importante que dans beaucoup d'autres. On est dans la relation humaine. Il est indispensable de pouvoir justement permettre ces parcours-là. Après, la question de l'égalité et de l'équité, elle ne se joue pas qu'au travers des salaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, nous, des conventions collectives qui parlent du diplôme et puis ensuite de l'ancienneté. C'est-à-dire
On entre avec un diplôme, on déroule son ancienneté, et en fait, on ne parle jamais des métiers, on ne parle jamais des professions et des compétences qui sont mises en œuvre dans le cadre de ces métiers-là. Donc nous, on a vraiment, en tout cas le projet employeur porte une forte volonté de pouvoir parler des compétences, de pouvoir les valoriser, parce qu'un système de classification, c'est la première thématique par laquelle on a commencé les négociations, eh bien, envoie des messages. On doit pouvoir dire aux salariés, voilà ce qu'on attend de vous, et voilà les compétences mises en œuvre. Et je pense que c'est indispensable qu'aujourd'hui, pour valoriser nos métiers, eh bien, on puisse en parler et on puisse dire que chez nous, on a des professionnels. On ne vient pas travailler chez nous uniquement parce qu'on aime bien les vieux ou les enfants. On vient travailler parce qu'on est compétent et parce qu'on a des compétences pour accompagner ces personnes-là. Voilà. Donc ça nous semble absolument indispensable pour pouvoir parler valoriser notre secteur, parce que pour que vous puissiez valoriser la marque employeur et donc vos associations, il faut aussi qu'on arrive à réenchanter un peu notre secteur. Donc on va essayer de s'y employer, et je rejoins ce qui était dit par M. Ben David de l'IFOP, c'est un écosystème qu'il faut mettre en place. C'est pour ça que je parlais de l'activité sectorielle qui, en tant que telle, doit permettre cette impulsion pour que vous, derrière, dans vos associations, eh bien, vous puissiez avoir des outils qui vous permettent de mettre en œuvre les organisations de travail au service de vos projets associatifs, impulser des politiques RH, de façon à ce que vous puissiez gagner ce bien-être au travail qui, en effet, doit être... Ça devient de plus en plus du marketing, hein, dès lors qu'on parle des bonheurs officers, ou je ne sais plus comment on les appelle dans certains secteurs. Ça n'existe pas chez nous, heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est le manager qui doit être en charge de ça. C'est la direction, et puis bien évidemment les managers qui doivent permettre que chacun trouve son compte au travail en prenant en compte justement la diversité des raisons pour lesquelles les salariés exercent tel ou tel métier, et en permettant un bien-être au travail, c'est-à-dire le sentiment pour chacun qu'il exerce bien son métier. Je reprends ce qui était dit tout à l'heure à propos du manque de temps. Je veux dire, aujourd'hui, on a des salariés, c'est un cercle vicieux, on a du mal à recruter. Donc, on a des salariés qui font le travail de plusieurs salariés, ou des réorganisations qui ne sont pas complètement satisfaisantes pour faire face. Et donc, des salariés qui ont de plus en plus le sentiment de maltraiter les personnes dont elles s'occupent, et donc qui sont malheureux au travail, etc., etc. Et sur la question de réenchanter les métiers, réenchanter le travail, aujourd'hui... par exemple, chez vous, Anne-Claire, est-ce que vous mettez en place des choses? Quel type comment est-ce que vous faites pour offrir autre chose peut-être que le salaire? Est-ce que vous négociez de nouveaux droits, par exemple, pour vos collaborateurs? Sur quel axe? Comment est-ce que vous les choisissez? Comment ça se passe? Et quel est l'accueil? Alors déjà, juste en prolongement, parce que je pense que la problématique principale de l'attractivité des métiers, c'est la rémunération. Et donc, il faut qu'on arrête de smicardiser nos métiers, parce que nous, dans les branches qui sont les nôtres, à Exop, on court après la revalorisation du SMIC dès qu'il y a une revalorisation. Donc ça, ça situe déjà un premier niveau de choix et d'engagement qui sont les nôtres, et donc ça résonne du côté de la citoyenneté économique. C'est-à-dire qu'à l'image un peu de ce que peut défendre Fatima Bellarej et Benoît Hamon dans leur dernier livre, là, il y a quelque chose de recherchons ensemble l'économie, et travaillons là ensemble aussi, en termes de citoyenneté économique, dans des gouvernances qui sont effectivement chez nous des gouvernances partagées. Une association, c'est une association. Ça, c'est, sur le plan de la citoyenneté, c'est quand même très, très philosophiquement une manière de mettre en place des organisations de travail et de les travailler ensemble qui est quand même pas neutre. Donc ça, c'est très important. Et sur la citoyenneté économique, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, et que la dimension de l'analyse du modèle socio-économique de nos organisations doit effectivement dégager les marges suffisantes pour qu'on arrête de galoper comme ça après les bas salaires, qui sont beaucoup trop bas dans nos filières. Et ça, c'est important d'avoir ce préalable-là, je pense.
La deuxième chose, je l'ai évoqué avec vous en préparation, c'est vrai qu'il y a dans nos organisations beaucoup de pépites. Alors moi, j'appelle ça des pépites. Je vais vous dire ce que c'est mes pépites, mais mes pépites, c'est la petite équipe PEP du quotidien qui, dans l'hybridation des ressources et des compétences, trouve des solutions. Mais elle ne le donne pas à voir. Mais elle trouve des solutions. Et tous les jours, un petit peu. C'est quoi les solutions que vous trouvez tous les jours un petit peu? Il y en a des milliers. Et même là, je suis arrivée, moi, que depuis ce matin, dans cet espace, et j'en entends déjà. Pourquoi on ne le dit pas? Parce qu'on a l'habitude de faire comme ça. Parce qu'on a l'habitude de trouver des solutions pour les autres. Et je crois que ça, il faut, et c'est ça que je dis, quand il faut travailler, il faut discuter du travail, et pas des emplois, mais il faut discuter du travail. C'est quoi qui fait notre essence, notre spécificité au travail? Et bien, la première spécificité que nous avons, et qui est une dimension du modèle et de la citoyenneté économique, c'est parlons-nous de notre travail. Et là, on voit un certain nombre d'innovations qui sont très, très révélatrices de ce que nous sommes et de comment nous faisons effectivement la rencontre, le lien social avec d'autres. Et je reprenais avec vous un exemple pour Exopé qu'on met au travail. Si je vous pose une question comme ça, je vous dis, vous savez à quel âge on est aidant en France aujourd'hui? À quel âge? Si je vous donne comme ça une question, c'est quel âge? À quel âge on est aidant? 50, 35, 60, 39. 39 ans. Aujourd'hui, les études montrent que nous sommes effectivement dans un processus d'aidance, des enfants, des parents, des grands-parents, des voisins, voilà, dans une communauté. À 39 ans, c'est la moyenne dans laquelle nous sommes aidants. Et le temps passé pour l'aidance moyenne, hein, c'est une moyenne, c'est 10 heures par semaine. Si on réfléchit ça comme ça et que je le pose comme ça à vous, c'est que effectivement, il y a une réflexion à produire en tant qu'employeur. Je ne parle pas de marque employeur, je me démarque, mais je me démarque en me disant est-ce qu'on est capable de travailler cette question-là? Est-ce qu'on est capable ensemble, dans la négociation conventionnelle, dans le dialogue social, de trouver des modalités qui permettent effectivement là d'avoir un rapport à l'aidance, qui permettrait effectivement à nos salariés, à un moment donné de leur vie, dans un contexte particulier, de pouvoir effectivement avoir ce temps de l'aidance, puisqu'elle compte pour 10 heures en moyenne. En moyenne, voilà. Je crois que ça, on peut regarder toutes nos négociations conventionnelles et collectives dans nos rapports de branches, et là, dans les 4 branches sur lesquelles sont Exopé, il y a plein de pépites, et ça c'en est une, les danses, accompagner les danses et le besoin que peuvent avoir nos salariés. Ça nous vient du terrain, et si je vous le pose comme ça, c'est que je suis sûre là, que dans la salle, il y a au moins 10% de la salle qui a déjà été confrontée à ça et qui a déjà adapté un processus sécurisant pour que la personne puisse, à un moment donné de sa vie, accompagner, être aidant et pouvoir le faire, voilà, un petit temps, et puis revenir au travail et reprendre son poste. Ça existe. Ça existe, il faut juste le révéler, il faut juste le remettre en négociation, en discussion avec nous. Donc, tout ce qui est les rémunérations accessoires, indirectes, participe effectivement d'une réponse à l'attractivité de nos métiers, pour peu qu'on en fasse un objet de négociation collective autour de nos conventions, pour peu qu'on en fasse aussi là quelque chose qui nous démarque, parce qu'effectivement, cette dimension des danses a du sens pour un employeur de l'éducation populaire. Merci, merci Anne-Claire. On va avancer un petit peu, parce que voilà, le temps avance quand même sur la table ronde, mais je voudrais quand même 2 mots de Lynn, justement sur ce modèle de l'économie sociale et solidaire, justement, qui explique aussi la bataille qui est menée en fait par vous tous quand même, sur le fait que il y a aussi des négociations pour aller chercher cet argent aussi, et un État qui parfois n'est pas vraiment là aussi.
Alors deux choses. La première pour rebondir, pour prolonger sur les questions d'échange en interne sur ce qui fait la spécificité de nos modèles, etc. Au sein du CJDES, on a des outils. Alors j'ai évoqué la nuit des étudiants solidaires tout à l'heure, donc qui est plutôt sur le volet jeunes. On a aussi des volets dédiés aux professionnels et donc on va retrouver notamment des clubs. Donc on a un club gouvernance où ce sont des professionnels de la gouvernance qui échangent. Et justement, très vite, on voit poindre le fait qu'il y a un inconscient autour de la spécificité de nos modèles. Et donc, effectivement, plein de bonnes pratiques en termes de gouvernance qui, finalement, ne sont pas identifiées comme des bonnes pratiques puisqu'elles relèvent du quotidien. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est vraiment quelque chose qu'on expérimente, nous, dans nos échanges. Finalement, il y a beaucoup de choses qui passent pour quelque chose de naturel et qui finalement n'est pas pris pour ce que c'est, à savoir une bonne pratique et quelque chose qui peut être valorisé, en interne évidemment et en externe ensuite. Donc ça c'est pour le club gouvernance. On a aussi un club plaidoyer qui se questionne beaucoup sur la déontologie, la manière spécifique de faire des affaires publiques et de faire du plaidoyer en économie sociale et solidaire. Et ça renvoie effectivement sur une dynamique, une de nos spécificités qui est celle du réseau. Les structures d'économie sociale et solidaire sont aussi intégrées dans des dynamiques plus larges que leur propre organisation, qui sont celles de réseau, avec des dynamiques de solidarité, avec des dynamiques de mutualisation. Et donc effectivement, on pointe souvent du doigt le fait que les organisations de l'économie sociale et solidaire peuvent être de mauvais employeurs. Je prends un peu le contre-pied puisque finalement on connaît tous ces problématiques-là et effectivement on souhaiterait pouvoir décoller de la smicardisation de tout un tas de salariés, mais il y a effectivement beaucoup d'outils et vous le disiez juste avant qui existent. Des outils de mutualisation. Donc, par exemple, on va retrouver des groupements d'employeurs pour l'insertion et pour la qualification qui permettent d'envisager, grâce à la mutualisation, de pouvoir pérenniser des postes. Et donc, c'est une réalité aussi dans beaucoup de métiers liés à l'action sociale, à l'action culturelle, à l'action sportive. Donc c'est un des outils, mais c'est pas le seul. Il y a des outils qui ont été évoqués plus en amont, qui permettent effectivement de pouvoir pérenniser l'emploi et de pouvoir mieux payer des personnes qui seraient salariées dans nos organisations. Par ailleurs, les éléments de réseau sont aussi utiles, et là pour le coup c'est plutôt sur un autre volet, c'est sur le volet plaidoyer. Et donc vous le disiez aussi plus en amont, mais le volet plaidoyer et le volet compréhension des modèles, des structures auxquelles on participe et qu'on anime au quotidien sont de vrais enjeux de dialogue, de débat en interne, mais aussi auprès des pouvoirs publics. Pour d'une part la compréhension de nos actions, de ce que l'on réalise au quotidien, mais aussi la spécificité de nos modèles. Et ça, je le disais déjà un petit peu en amont, mais c'est aussi un véritable enjeu d'implication et de motivation, en réalité, pour convaincre justement de cette spécificité et de la nécessité aussi de se pencher sur les financements, sur les aides, puisque finalement, il y a une petite phrase de Jérôme Sadier que j'aime bien, donc, qui est le président de SS France, qui dit qu'on a tendance à oublier que la première économie qui est subventionnée, c'est pas l'économie sociale et solidaire, c'est pas les associations, mais ce sont les entreprises capitalistiques qui sont effectivement aidées. Et ça, on a tendance à l'oublier, alors même que les structures d'économie sociale et solidaire réalisent des missions qui, parfois, relèvent ou devraient relever d'un État-providence qui est en recul. Et donc ça, c'est des éléments qui sont très importants et qui sont portés à travers les réseaux, qui sont portés à travers le plaidoyer et qui sont aussi l'une des missions qu'on porte au sein du CJDES pour les organisations qui sont soit dirigées par des jeunes, soit la voix de ces jeunes dirigeants au sein du CJDES. Merci beaucoup, Lynn. Nous allons enchaîner avec la marque employeur Pensée globale, agir local. En gros, qu'on revienne vraiment sur ce que vous faites aujourd'hui
dans vos organisations. Alors, il y a un plan sur 3 ans au niveau du CJDES, une convention collective ici que vous portez, vous, Dorothée, et vous, Anne-Claire, également, vous avez un projet que vous portez avec des journées, notamment de réflexion autour des différents chantiers prioritaires pour vous. Est-ce que, Dorothée, typiquement, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix au niveau de la convention collective, pourquoi ce format ? Oui, alors en effet, c'est vrai que je ne suis pas revenue sur le format, mais on est un secteur très, très éparpillé. Ça nous a coûté très cher d'ailleurs pendant la crise, parce que quand il s'agissait d'avancer ensemble, de signer des courriers communs pour que ça ait réellement du poids, on était à une semaine sur un courrier à 25 signataires. Eh bien, pour les conventions collectives, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est plusieurs fédérations employeurs. On a, nous, Nexem, 3 conventions collectives dont on est signataire. La 66, qui est la plus grosse, les CHRS et la 79, des médecins spécialistes. La FEAP, donc, à la 51, et il y a la convention également Unicancer. Donc, on s'est dit clairement, parce qu'on a des associations qui se regroupent déjà depuis de nombreuses années, on a des associations du coup qui appliquent jusqu'à 5 ou 6 conventions collectives, ce qui évidemment ne facilite pas la projection dans un parcours professionnel, dans la question de l'égalité salariale, ou en tout cas de l'équité salariale, c'est-à-dire à travail égal, salaire égal, quand les conventions collectives pour de mêmes métiers prévoient des rémunérations différentes. Donc, eh bien, on s'est dit qu'il fallait créer cette convention unique qui permette justement de dessiner des parcours professionnels et de garantir un socle conventionnel qui permette d'éviter le dumping social, parce qu'aujourd'hui, les conventions collectives de notre secteur ne sont pas obligatoires. Donc, on peut très bien être une association dans notre secteur et ne pas appliquer de convention collective. Donc, il nous faut ce socle qui mette tout le monde à égalité. Et par ailleurs, qui permettent du coup de s'assurer que toutes les associations et tous les salariés de ces associations-là, eh bien, dépendront de la même convention collective. Voilà, puisqu'elle sera demain étendue pour l'ensemble du secteur. Voilà, donc au-delà des questions de modernisation du fond, c'est-à-dire qu'on a aussi des conventions extrêmement obsolètes. J'en parlais tout à l'heure, tout se joue sur l'ancienneté. Il faut que demain, on puisse remettre des outils de classification et se mettre en conformité aussi tout simplement avec le dernier dispositif légal, puisque les choses ont largement évolué depuis plusieurs années, que nos conventions ne sont plus en adéquation réellement avec un dialogue social qui est placé, dont l'épicentre est désormais l'association, en tout cas l'entreprise. Et les conventions collectives ne doivent être qu'un cadre pour ce dialogue social d'entreprise. Donc demain, si on veut permettre aux employeurs de coller au plus près de la réalité de leur projet, du travail exercé dans leur association, eh bien, il faut qu'on puisse leur fournir des outils dont ils s'emparent sur le terrain, et non pas des carcans rigides comme on peut avoir aujourd'hui, qui fait que dès qu'ils veulent adapter, en fait, ils sortent de la convention collective sans outillage et donc de façon complètement dérégulée. Et donc c'est pour ça que les salariés parlent de gré à gré, de rémunération à la tête du client, comme ils veulent bien nous dire, parce que précisément, vous n'avez pas d'outils dont vous emparez pour objectiver ce que vous faites sur le terrain, dès lors que vous êtes obligé de sortir du carcan de la convention collective parce qu'elle est plus adaptée, et puis parce que, de toute façon, si on n'a pas des outils en tant que tels dont vous vous emparez vous-même pour travailler sur le terrain, eh bien, vous ne pourrez jamais avoir quelque chose de complètement adapté au terrain et donc à la réalité des métiers exercés. Alors, dans le prolongement et en faisant en cours, donc nous aussi, on est sur la. Alors, on est passé, nous, à l'autre forme de classification et des repères pour l'emploi dans les métiers de la branche, principalement, et avec là en particulier, avec l'arrivée maintenant de la maîtrise professionnelle, ce qui nous oblige effectivement à rentrer dans un chantier d'observatoire avec effectivement les fiches métiers. Pour revenir au sujet, au plan d'action d'Exopé sur la marque employeur, et je remercie au passage Carole Dalloz qui m'a invité ici, mais il y a le club RH qui réunit
à exoper un certain nombre d'entre vous qui font travailler du coup l'ensemble des acteurs sur un forum RH qui a lieu tous les 2 ans, donc aura lieu fin d'année 2023, puisque nous étions une année de congrès cette année. Et donc les dernières journées ont été consacrées à la marque employeur. Il y a donc un certain nombre de ressources et de kits ressources qui est en train d'être finalisé là dans la fin 2022, qui va être disponible en début 2023 pour les adhérents d'Exopé. Et qui vont mettre à disposition l'ensemble de la réflexion qui a été construite par ce Copil RH dans le cadre du Club RH. C'est très important, le Club RH, parce que c'est là aussi où se récolte l'ensemble des pépites dont j'ai parlé tout à l'heure. Et aussi, c'est utile aussi pour réinterroger certaines logiques voilà, qui sont utiles, je crois, à interroger pour un syndicat d'employeurs. Je ne reviens pas à l'introduction tout à l'heure. Dernier outillage sur l'attractivité des métiers, il y a bien sûr le recrutement. Donc nous, on va ouvrir, on reprend le site internet que certains d'entre vous connaissent plutôt sur l'animation, qui est Planète Anime. Et donc on reprend ce site internet et il sera ouvert début 2023 donc à l'ensemble du monde. Voilà. Donc pour reconfigurer aussi les logiques actives d'emploi et de recherche d'emploi quand on est jeune et au-delà dans l'animation. Et puis dernier chantier qui là vraiment est un chantier très très important pour la branche animation, c'est le chantier ouvert par les assises de l'animation. Vous savez que nous avions fait l'enquête là dont je vous ai parlé tout à l'heure l'année dernière sur les difficultés de recrutement dans les branches qui sont les nôtres, que ça a donné lieu, la ministre en était saisie et ça avait donné lieu aux assises de l'animation. Sarah El Haïry avait porté un certain nombre de conclusions, 24 thématiques conclusives, et donc elle a ouvert le scénario maintenant du comité de filière animation. Donc c'est aussi à travers ce comité de filière animation qui a démarré là il y a 15 jours que nous allons nous saisir en tant qu'employeurs des propositions qui peuvent être les nôtres, mais aussi d'une vraie interlocution avec l'ensemble des acteurs et les pouvoirs publics. Alors, on le voit bien, oui, je n'ai pas oublié Romain, on va vraiment le remettre dans le fil de la conversation. Je voulais juste terminer sur un point sur justement ces formats, c'est-à-dire que là, on voit bien que ce sont des marques employeurs qui sont en construction, en train de se définir, voilà, ça progresse au niveau des priorités, des chantiers, et il y a un calendrier, ça avance. Et je voulais voir avec vous, Lynn, parce que vous avez commencé à appliquer des choses que vous avez formulées un peu dans votre piste, enfin votre feuille de route sur 3 ans. Vous avez déjà, on va dire, commencé la première partie et vous travaillez sur les autres éléments en fait à développer et à mettre en place et sur lesquels vous êtes encore peut-être aussi en réflexion. Mais on a l'impression que la construction est quand même déjà aussi un petit peu plus avancée. Alors plus avancé, je ne sais pas. Je trouve qu'on a déjà des modèles qui sont assez structurés et structurants de part et d'autre dans les divers témoignages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question et la réflexion autour de la marque employeur chez nous a été structurée autour de cette idée d'exemplarité, en tout cas de recherche d'amélioration des pratiques de manière continue. Et donc elle s'est exprimée, donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le CJDES existe depuis 1985. C'est une réflexion qui a été au cœur du projet de l'association dès sa création, avec des travaux autour de la gouvernance, des travaux autour de l'amélioration des bonnes pratiques, qui ont notamment valu la participation et l'élaboration par le CJDES, mais par d'autres organisations aussi, du guide d'amélioration des bonnes pratiques de l'économie sociale, des organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a un outil qui est porté par le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire et qui date de 2014 ou 2016 si je me trompe pas. Donc par exemple cet outil-là, en amont, donc plus en amont comme je vous disais, le CJDES a été créé en 85, on avait dans le tournant des années 2000 cette réflexion autour de l'évaluation des pratiques et donc la création du bilan sociétal.
le bilan sociétal qui est un peu comme le bilan social ou autre thématique d'évaluation. De toute façon, on en parle beaucoup aujourd'hui, notamment autour des normes RSE. Ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est qu'il a été élaboré en amont de toute cette élan d'implication dans la RSE. Et donc en amont de tout le référentiel ISO 26000 et autres référentiels sur les thématiques de RSE. Après, on a la petite spécificité, comme je vous le disais en introduction, c'est que on a pendant longtemps, le CJDES a été une association non employeuse, donc avec uniquement une équipe de bénévoles et de personnes impliquées. On a été employeur à mi-temps ensuite, puis là, depuis juillet, on a une salariée à temps plein. Donc effectivement, on travaille sur toutes ces questions de marque employeur un petit peu différemment maintenant, puisqu'on a aussi cet objectif d'allier les valeurs et ce qu'on véhiculait sur l'amélioration des bonnes pratiques aussi en interne. Et donc c'est tout cet enjeu qu'on met en place aujourd'hui. Et bien évidemment, c'est l'un des aspects qu'on a souhaité porter dans ce plan de développement sur 3 ans, qu'on a adopté à l'occasion de notre dernière Assemblée générale en octobre dernier. Et donc là, effectivement, l'idée de ce plan de développement, c'était de pouvoir réfléchir sur des enjeux de vitalité, de revitalisation de notre réseau associatif, puisque finalement, avec, encore une fois, les stop and go liés à la situation sanitaire, on a eu un repli, comme beaucoup d'organisations, sur un petit noyau de participantes réguliers à nos événements et à notre réseau. Et donc l'enjeu pour nous aujourd'hui et sur les 3 prochaines années, ça va être de pouvoir revitaliser cette participation et bien évidemment de pouvoir actionner l'ensemble des leviers qui ont été évoqués tout au long de nos échanges sur la participation, donc solliciter l'avis aussi de nos membres, solliciter l'avis de notre salarié qui participe à l'ensemble de nos instances et qui a bien évidemment voix au chapitre aussi en termes d'élaboration, de coélaboration des orientations. Ça va être le fait de relancer les activités en présentiel, évidemment, et de pouvoir sonder une fois de plus notre audience, nos adhérents. Et là encore, de pouvoir toujours faire le lien entre ce qui est développé dans les groupes de travail, dans les animations, dans les différents débats qu'on organise, mais aussi ce que l'on souhaite porter en tant qu'organisation et donc les pratiques que l'on a. L'accompagnement aussi de la personne qu'on a recrutée, puisqu'on a fait le choix de recruter une salariée jeune pour coller aussi à l'identité du CJDES et de pouvoir l'accompagner justement sur cette meilleure compréhension de l'économie sociale et solidaire, et donc avec des enjeux bien évidemment de formation, de sensibilisation, de rencontres et de décloisonnement aussi pour cette personne qui est finalement la seule salariée dans notre organisation. Donc il y a aussi cet enjeu de pouvoir lutter contre son isolement. Et puis après, il y a aussi l'autre enjeu qui est de s'être finalement orienté sur un plan de développement à 3 ans, sur 3 ans, tout en sachant qu'évidemment tout ça s'inscrit dans le temps long. C'est l'enjeu de transmission, puisque je suis présidente. A priori, les mandats au CJDES durent 3 ans et sont renouvelables tous les ans. Donc il y a un moment où la direction va changer et cette salariée va rester. Il y a un enjeu aussi de pouvoir transmettre cette identité du CJDES dans le temps long et donc après le mandat, que ce soit le mien ou celui des autres membres du bureau. Merci beaucoup. Alors, comme on l'a constaté tout au long de la table ronde, il y a plusieurs parties prenantes dans la construction de la marque employeur. Les collaborateurs, bien sûr, les syndicats, l'État, le département, la sécurité sociale, enfin tout le monde est impliqué parce qu'en fait, ce sont tous des cibles finalement. Que ce soit en fait les collaborateurs comme les institutionnels ou encore enfin tout l'écosystème autour de votre organisation.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment est-ce qu'on diffuse cette marque employeur une fois qu'elle est potentiellement travaillée au sommet, ou en tout cas par l'équipe dirigeante ou par l'équipe nationale, on va dire. Et on se rend bien compte que tous les acteurs locaux vont avoir un impact et un rôle hyper important, et notamment, on va dire, les managers de proximité. On pense beaucoup à eux pour justement diffuser, relayer les messages qui viennent de la direction et relayer en fait toutes ces informations. Et là, je me tourne du coup vers Romain. Est-ce que, oui. Romain, vous êtes avec nous ? Je vous entends. Super. Et donc, je voulais voir avec vous, parce que le manager occupe un rôle clé, on le sait, et notamment depuis la crise. Donc, comment on conduit comment on conduit le changement et comment on diffuse cette marque employeur au sein des organisations, jusqu'au plus près en fait des collaborateurs. Alors d'abord, désolé pour cette coupure technique, indépendante de ma volonté. Vous m'entendez bien ? Oui. Okay. On vous entend. Donc effectivement, sur le manager, il joue un rôle essentiel. Il a toujours joué un rôle essentiel avec une forte relation de proximité qui a toujours bien été évaluée dans la plupart des entreprises par les salariés, mais son rôle s'est accru depuis la crise sanitaire, surtout pendant les périodes de confinement. Ça peut paraître contre-intuitif, mais avec l'éloignement physique, mais les encadrants ont fortement contribué à la confiance que beaucoup de salariés ont maintenue envers leur employeur. Ils ont parfois représenté le seul lien qui les reliait à l'entreprise. Et on a réalisé, nous, plusieurs enquêtes internes, in situ, qui ont montré que les managers, au-delà de leur fonction hiérarchique classique, se sont parfois mués en psychologues du quotidien. Donc, ce qui s'est traduit par un souci d'écoute, de soutien individualisé, d'attention morale des membres de leur équipe. Et donc, il en a résulté ce qu'on voyait avant dans d'autres pays, mais moins en France depuis la crise sanitaire, un rôle du manager qui est peut-être plus au centre à présent que seulement devant. Il y a toujours cette place de hiérarchique, de leadership, mais sa place est plus aujourd'hui au centre, donc, et au centre de tout l'écosystème. Et dans nos enquêtes récentes, le manager, et surtout celui de proximité, comme vous mentionnez, est identifié comme l'acteur principal des transformations professionnelles actuelles. Ils incarnent, ces managers, la fonction la plus susceptible de transformer la culture, de transformer les modes de management dans une entreprise, et ils sont cités devant les dirigeants, devant les DRH, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc ça peut s'expliquer, comme je le disais, par la proximité avec ces équipes. Et on peut faire un lien, si on sort encore une fois un peu du sujet, avec les codes de popularité en politique. Comme vous le savez, l'image de nos représentants n'est pas excellente, que ce soit le président de la République, le Premier ministre ou son député. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est de tout temps. En revanche, vous avez systématiquement, pour la plupart des Français, une très bonne relation, un très bon jugement vis-à-vis de leur maire. Pourquoi ? Parce que d'abord, son maire, on s'identifie assez facilement à lui, on peut le côtoyer plus facilement, assez rapidement, et surtout, on peut mesurer concrètement ses actions, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. C'est un peu le cas aussi dans l'entreprise avec le manager, alors même s'il y a beaucoup moins de relations négatives avec les directions supérieures, mais en tout cas, on retrouve cette notion de proximité qui renforce le fait qu'il y a un sentiment de confiance réciproque, qui peut permettre de passer certains sujets et, comme vous soulignez, de remonter pas mal de choses dans ce rôle du manager, à condition évidemment de les accompagner aussi eux, parce qu'il faut bien comprendre que leur rôle s'étant élargi, pour beaucoup dans les études qu'on a menées, leur charge mentale est aussi pas mal dégradée. Il y a des injonctions contradictoires entre maintenir la performance, maintenir la productivité et en même temps s'assurer du bien-être, soutenir leurs salariés. Ce rôle de psychologue n'était pas forcément attendu ou souhaité par tous. Donc ce rôle de psychologue entre guillemets, c'était pas forcément inné chez eux. Donc ça suppose aussi au premier plan beaucoup d'accompagnement des managers eux-mêmes. Merci beaucoup Romain. Alors pour conclure cette table ronde, juste quelques chiffres pour se remémorer un peu les choses. C'est que la marque employeur, une bonne marque employeur, ça génère 2 fois plus de candidatures qualifiées. Donc ça, c'est assez important. Ce qui génère derrière aussi une capacité à recruter 2 fois plus vite, une baisse du turnover et une baisse du coût du recrutement. Toutes ces données, vous les partagerez, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais pour vous dire que la marque employeur, ça a un impact positif, aussi bien en interne qu'en externe. Et toutes ces dimensions permettent d'être
une organisation plus attractive, mais pas uniquement auprès en fait, des collaborateurs, de tout le monde. On est plus attractif aussi au niveau de ses clients, on est plus attractif au niveau des institutionnels, on est plus connu, on est visible surtout. On est visible. Et c'est ça qui est peut-être un des points les plus importants sur les résultats, en tout cas les conclusions qu'on peut avoir sur la marque employeur. Et ça permet vraiment de booster vos performances globales. Donc, voilà. On va en profiter pour voir avec vous si vous aviez des questions à poser à nos interlocutrices. Parce que si vous n'en avez pas, moi j'en ai une. Hein. Bonjour. Moi j'ai trouvé que pour l'instant on était un peu sur des parties très théoriques et dans le concret on n'est pas rentré. Par exemple aujourd'hui, par rapport au modèle que j'ai connu moi il y a 30 ans quand on est rentré dans le monde du travail, on recherchait une structure économiquement robuste, quelque chose, une progression, ça faisait rester. Aujourd'hui, les jeunes que l'on a rencontrés, qu'on a recrutés ces dernières années, ils sont sur une espèce de nomadisme, de tourisme. C'est-à-dire que moi, je suis sur une île. Je pense à mes collègues de l'Ariège qui sont sur des territoires qui sont éloignés des grands bassins de population. Donc on a des personnes qui sont passées par la Guyane, la Guadeloupe, qui viennent un peu chez nous et qui puis vont partir à La Réunion parce qu'il y a des spots de surf, parce qu'il y a de la montagne, etc. Donc on travaille pour se faire plaisir d'abord, pour son ego, de façon très égoïste. Et puis une fois qu'on a épuisé le spot, on part travailler ailleurs. Et ça, on peut faire ce qu'on veut, même on a une bonne marque employeur, on ne pourra pas les fidéliser. Ensuite, quand on est dans des endroits éloignés, ce n'est pas un job qu'il faut trouver pour une personne, c'est deux. Parce qu'il y a le conjoint, il faut trouver un travail pour le conjoint aussi. Ça, c'est plus difficile. Et ensuite, c'est la question du logement, de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire quand vous êtes des zones de montagne, vous êtes dans une station de ski, une station balnéaire, à un moment donné, vous allez ouvrir un CAMS, un CMPP, un CRA, etc. Vous n'arrivez pas à loger le personnel. Aujourd'hui, c'est une difficulté concrète que l'on a. Et ça, c'est vraiment des questions sur lesquelles vous devez vous pencher avec les pouvoirs publics. Et ça, c'est vraiment concret. C'est-à-dire que nous, on a recruté une pédiatre, elle est venue, on ne sait pas si on va la garder, parce qu'au mois de mai, tous les endroits où elle loue, on dit on va partir parce que Airbnb, ça rapporte plus d'argent que vous qui allez louer à l'année. Voilà. Et aujourd'hui, ça, c'est un vrai problème pour attirer des salariés. Il n'y a pas que la marque employeur. Je dirais c'est pas beaucoup dans la décision, dans la prise de décision. Oui, alors on sait qu'il y a des territoires dans lesquels c'est plus compliqué que d'autres. Dans les îles, nous, en tout cas au niveau de notre convention collective, on a une prime vie chère. On sait bien qu'elle ne suffit pas non plus et qu'elle ne résout pas tout et qu'il faut, redoubler d'imagination pour faire face à des besoins extrêmement concrets que vous évoquez. Donc là, je pense que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de la mise en réseau. C'est-à-dire que les structures essaient de s'allier pour justement éventuellement trouver un logement, faire en sorte que le conjoint ait également, si tant est que son métier est compatible avec notre secteur, trouve un travail également. Je pense que réellement, là, sur ces territoires, nous, fédération, on a ce rôle de mise en réseau. Et puis, évidemment, ensuite, d'aller appuyer nos associations auprès des élus locaux pour les sensibiliser. Je veux dire, les élus ont besoin de nos activités. Donc, il faut aller demander de l'aide de façon à ce que ces élus-là tiennent leurs promesses pour que nous puissions exister, continuer d'exister dans leur territoire. De mutualiser, mais je crois que vous en parliez tout à l'heure, de mutualiser en effet un emploi entre plusieurs associations de façon à pouvoir offrir un temps plein.
Et effectivement, la marque employeur, justement, ce qu'on disait depuis le départ, c'est que ce n'est pas juste une question de rémunération ou de recrutement et de sourcing. Ce qui veut dire que, comme on s'adresse à tout l'écosystème, avoir une marque employeur qui est forte, c'est aussi peser dans le jeu auprès des institutionnels, de ceux qui vont pouvoir justement améliorer la politique du logement au niveau local, etc. C'est aussi finalement toutes ces différentes parties qui forment un tout. Et on ne peut pas fonctionner vraiment juste de manière un persona après l'autre, en fait. On adresse vraiment tout le monde. Et c'est cette synergie-là qui crée finalement une émulsion et quelque chose. Je crois qu'il y avait le monsieur qui voulait poser une question. Oui, bonjour, je suis Nicolas Saunier des PEP Grantoise. Je voulais poser une question par rapport à la reconnaissance du diplôme et la rémunération qui en découle. Par exemple, on a des moniteurs éducateurs qui font quasiment le même travail que les éducateurs, mais qui sont payés beaucoup moins en fonction du diplôme. Et je voudrais savoir au niveau de l'éducation populaire, au niveau des négociations sur les futures conventions collectives, où on en est de cette question-là. Sur la dimension nous, on est sur une dimension de croisement entre le diplôme et la classification du poste, mais on va retrouver les mêmes logiques. Un moniteur éducateur est moins bien payé qu'un éducateur spécialisé. Pour peu que l'hybridation de son poste considère qu'à des moments il le remplace, effectivement, ça pose doublement question. On va voir les effets aussi de l'avenant 182 là, qui s'est mis en place sur la classification des métiers, voir un petit peu ce que tout ça dit. Mais ça c'est notre histoire. On est au cœur de notre histoire là. Sur les négociations, en plus du côté du paritarisme, du coup, c'est peu remis en question, ça, la dimension de la diplomation. Par contre, j'en profite pour vous dire que peut-être deux choses en résonance à ce qui a été dit juste avant, et puis là, sur la dimension des parcours professionnels, je crois qu'on ne dit pas suffisamment bien aussi que nous sommes des employeurs qui contribuons plus que le Code du travail sur la dimension de la formation professionnelle. Ça aussi, c'est une marque... je ne sais pas si c'est une manière de se démarquer, mais il me semble que c'est aussi une dimension historique. Quand je disais tout à l'heure ces pépites et ce qui se bricole, moi j'ai travaillé au CMEA, donc les CMEA sont implantés dans l'ensemble des Outre-mer, et ce que vous évoquiez tout à l'heure, je le connais bien, et je le connais aussi dans la réalité de la réponse. C'est-à-dire quand je parlais tout à l'heure des petits bricolages qu'on sait faire, effectivement, quand on est dans un projet qui vit à l'outre-mer, on sait faire ça. On sait aller au-delà que de juste apporter une réponse à un poste de travail. Souvent, on travaille sur 2 postes de travail. On sait aussi accompagner la famille qui s'installe du côté de l'inscription à l'école. On sait les potentialités qu'on peut réserver à l'un ou à l'autre pour trouver un logement. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure quand je disais on est capable de bricoler dans plein de situations, mais on ne le dit pas assez. Et ça, pour moi, c'est vraiment d'une vitalité très forte quand on veut effectivement se démarquer et reconsidérer tout ce qu'on fait au service de l'humain, au service de l'accompagnement de la personne quand elle prend effectivement un poste. Je prends un autre exemple sur la question des villages vacances et des postes de cuisiniers ou de saisonniers. Quand on travaille sur la branche de Éclat et quand on rencontre la branche du tourisme social et familial, on voit comment la branche Éclat a été précurseur d'un certain nombre de réponses adaptées à cette dimension de difficulté au recrutement, notamment parce qu'il fallait des logements, il fallait héberger, etc. Et je crois que ça, c'est important de se le redire. Il y a aussi des réponses qu'on a produites dans l'histoire qui sont bien valables aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que c'est la fin de cette table ronde. Tout à fait. Encore merci à nos interlocutrices, donc Lynn, Dorothée, Anne-Claire d'avoir été avec nous. Et merci à Romain qui est à Paris et qui a accepté d'intervenir aujourd'hui également sur ce sujet de la marque employeur. Et merci évidemment à vous tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci beaucoup.